Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Donc, c'est un film qui a maintenant 12 ans déjà, et qui est donc un film de Arnaud de Pléchin, qui, comme vous avez pu le savoir, enfin, vous avez pu le voir, il était au jury du Festival de Cannes cette année. Et bon, c'est un film que je tenais à vous présenter parce que il est, je pense, dans sa composition, dans sa construction, aussi bien scénaristique que de mise en scène, le plus moderne que vous ayez eu cette année, en tous les cas, dans mon cycle. Je pense aussi que beaucoup d'entre vous ne l'aviez pas vu. Quels sont ceux qui, par hasard, l'aviez vu? Ah, oui, 3 personnes. Bon, c'est pas mal. J'aimerais aussi avoir un peu peut-être l'opinion au départ des personnes qui le voient pour la première fois, mais aussi celles qui l'ont déjà vu. Car je pense que quelques-uns d'entre vous devaient être un peu surpris. Ce n'est pas un film que l'on voit tous les jours. Enfin, on n'est pas habitué à ce type de cinéma. Alors, je vous écoute. Bon. Là, je vous cueille un peu à froid, donc j'avoue que ce n'était pas facile. Allez-y. Les relations familiales étaient pour le moins tendues. Les relations familiales étaient pour le moins tendues et... Oui, mais justement, c'est une histoire un peu exceptionnelle, apparemment. Certainement. Oui, mais pas certainement, justement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir... Enfin, premier point, De Pléchin est un des cinéastes du Nord. Actuellement, il y en a quand même quelques-uns qui sont de première qualité. Il y a De Pléchin, il y a Bru, il y a Dumont, il y a Xavier Beauvois et quelques autres. Et de Pléchin, quelqu'un qui a toujours... Enfin, jusqu'à ce film-là, depuis, il s'en est apparemment un peu libéré, mais qui a toujours donné à la famille une importance extrême. Et par rapport à lui-même aussi, par rapport à sa propre famille. Donc, cette histoire qu'il nous raconte ici est une histoire de famille qui doit forcément, et même j'en suis sûr, renvoyer à des émotions, disons, ou des sensations éprouvées dans sa propre famille. Seulement, vous faites un film, et vous faites un film d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes un cinéaste moderne, vous n'êtes plus un cinéaste classique. Un cinéaste classique, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ce que l'on a travaillé pendant très longtemps, et encore que quelques gens continuent à travailler, c'est-à-dire entre autres tous les faiseurs qui travaillent pour la télévision. Les faiseurs peuvent être aussi des gens très bien, la question n'est pas là, mais qui jouent sur l'action telle que la dramaturgie nous a habitués à la suivre. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on assiste à une montée et toute chose produit un effet qui accentue l'intérêt à l'action qui est en train justement de se développer. Donc, en permanence, on reste dans une sorte de continuité qui fait que l'on quitte le passé, dans l'action, on quitte le passé pour aller vers un futur qui résout les problèmes. Voilà. Oui, justement, monsieur, peut-on considérer une des caractéristiques de la tragédie par le manque d'espoir, par le fait que les personnages centraux deviennent aussi mauvais qu'au départ. Et que, par exemple, que les personnages centraux sont aussi mauvais qu'au départ. Par exemple, que les pièces de Molière, par exemple Harpagon, les autres, le personnage central est aussi mauvais qu'au départ. Et l'opposé de la tragédie avec espoir, désespoir, ou une possibilité d'espoir. Oui, attendez, on va pas s'amuser à reprendre Molière parce que ça nous met un peu trop loin. Non. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une évolution dans le cinéma.
dans la littérature aussi, ô combien, dans le théâtre aussi, ô combien, mais cette évolution répond à quelque chose qui est une façon de vivre aujourd'hui, et de façon de penser, et de façon d'être dans la société. C'est-à-dire que, vous n'avez qu'à le constater dans votre propre vie, jadis, on bâtissait une vie, et on bâtissait une vie pour bâtir quelque chose, c'est-à-dire on bâtissait sur l'avenir et on bâtissait l'avenir. Nous sommes entrés dans une société, et nos dramaturgies d'aujourd'hui en sont le reflet, où on n'a plus de conscience de l'avenir, on n'a plus de futur, on n'est que dans du présent. Si on est dans le présent, c'est ce que fait le film, vous n'avez plus de continuité, vous n'avez plus que des instants qui se succèdent. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus une scène dramatique ou non. Là, vous avez d'un seul coup un personnage on s'aperçoit qu'il a des histoires qui lui arrivent comme ça, mais et c'est beaucoup plus d'ailleurs, constamment, enfin dans le film, c'est constamment travaillé sur du passé qui ressurgit. Ça commence même sur ça. Ça commence sur un petit enfant qui est mort et qui va débloquer la chose. En plus, l'idée de la mort est dominante dans le film. C'est-à-dire, en d'autres termes, on vit, mais constamment la mort est là. C'est-à-dire, en d'autres termes, on n'est pas dans le futur, on n'est que dans du présent, et un présent très marqué par du passé. Et donc, c'est de cela qu'on va nourrir l'action dramatique. Non seulement on nourrit l'action dramatique, mais pour bien la nourrir, à ce moment-là, il faut la nourrir par l'écriture. En d'autres termes, vous n'avez pas un plan dans le film qui produit le plan suivant. En revanche, vous avez constamment des plans qui sont d'un seul coup, qui vous tombent dessus comme ça, et qui sont d'ailleurs admirablement travaillés, parce que ça donne un rythme absolument nouveau dans le film. Et évidemment, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait ? On est obligé, puisqu'on a abandonné quand même la chose qui aidait beaucoup, qui était justement la montée vers le futur, à ce moment-là, de quoi va-t-on nourrir le film ? On va le nourrir d'une idée ou d'une pensée sur la famille. La famille, bon, c'est un problème. Quand la famille est unie, quand la famille est groupée, et ça, c'est vraiment une famille du Nord par ailleurs, mais enfin, ça, c'est secondaire. Dans cette famille, il y a une tension. En général, il y a quand même, dans les gens de famille, quelque chose de maladif. Donc, à ce moment-là, on va se servir de l'idée du maladif, qui est une idée comme ça, on va la concrétiser. On va dire d'un seul coup, la famille est malade. Et la famille est malade au niveau de la mère, au niveau d'un fils et au niveau d'un petit-fils. Et par ailleurs, ces maladies peuvent guérir. Et à ce moment-là, vous avez évidemment une nouvelle dramaturgie qui se construit et qui devient le film. Et ce film vous est proposé sur une repensée de la famille à partir, en même temps, de chaque histoire individuelle sur les sensations que l'on éprouve dans la famille. Étant bien entendu que cette famille devient quand même un lieu absolument indispensable pour se développer soi-même. D'ailleurs, c'est toute la fin du film, puisque ça vous est dit carrément, ouvertement, à la fin du film. Donc, la force d'un film comme celui-là, c'est d'abord évidemment d'avoir un cinéaste très doué, qui ose carrément travailler l'écriture moderne, et en même temps, une pensée sur un monde représenté par ce qui est la base de ce monde, c'est-à-dire la famille, et une famille qui est en position de difficulté interne et qui cherche quand même, à travers ces maladies ou ces faiblesses, à se maintenir, non pas, et ce n'est pas une famille comme l'aurait fait la vision classique, ce n'est pas une famille forte, c'est une famille fragilisée. Et c'est de cela dont il est question
pendant tout le film, et d'une société, par la même occasion, fragilisée. Donc, c'est un regard sur le monde à partir de l'exemple qui sert justement de base, qui est celle de la famille, mais étant entendu que c'est bien sur notre époque que le film travaille et que le film se développe. Alors, moi, je trouve le film absolument passionnant parce que, je répète, vous attendez jamais, vous attendez absolument à rien de ce qui va se passer. Ça arrive, par exemple, chaque personnage d'un seul coup développe quelque chose d'autre, révèle quelque chose d'autre, et à la fin du film, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que dans le cinéma classique, et en particulier le cinéma américain, dont on fait quelques citations d'ailleurs dans le film, il y a quand même 2 extraits de films, il y a un film de Minelli et l'autre film avec... comment? Lequel? Non, les 10 commandements, ça c'est celui de Sylvain 2000. L'autre avec c'est Audrey Hepburn, je pense. Hein? C'est quoi? Felices. Oui. J'arrivais plus à retenir le nom. Enfin, le titre. Oui, alors, dans le cinéma classique, et en particulier le cinéma américain, tout est construit pour aller happy end. Ici, vous n'avez pas de happy end. Si, bon, on peut dire que la famille, au fond, ne sait pas à quel point elle est unie dans sa désunion. Mais ce n'est pas un happy end. C'est une fin qui arrive et une autre fin aurait pu être. C'est pas, alors que dans la construction classique, vous n'avez qu'une fin possible. Tout le génie du cinéma classique, c'est d'aller nécessairement vers le mot fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le cinéma a arrêté de finir les films par The End, fin, coeuse, etc., enfin, filmé, à partir des années 60. Maintenant, les films se terminent par le générique. Donc, le film ne se termine pas, en fait. Et de ce point de vue, de Pléchin, évidemment, obéit à cette règle, à cette nouvelle règle, et je dirais plutôt à cette nouvelle loi. Mais ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il va beaucoup plus loin dans la modernité que la plupart des cinéastes dits modernes d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir que ça évolue de décennie en décennie. Dans mon cursus de cette année, je vous ai présenté des films de plusieurs décennies, mais c'est vrai que, par exemple, là, je vous ai présenté à Michael Mann, je vous ai présenté à Ferrara, bon, je pense des cinémas, mais leur modernité, c'est 1980, 1990. Là, on a une modernité qui est de l'an 2000. C'est déjà un nouveau style qui est en train de se mettre en route. Je pense que ça va encore évoluer. Et c'est intéressant de voir, exactement comme en peinture, comme en musique, comme en littérature, qu'il y a une évolution par les époques. Et nécessairement, cette évolution fait une progression dans l'art même qui est traité par les artistes. Et ici, c'est très, très intéressant, en particulier, évidemment, de connoter que tous ces personnages sont liés eux-mêmes à des arts. Comment s'appelle, Henri, enfin, joué par Amalric, et travaillé par le théâtre. Et il y a un qui est travaillé par la peinture, un autre qui est travaillé par la musique, etc. Ils ont tous, en effet, un rapport à l'art. Et ce n'est pas non plus innocent dans le film. Alors qu'a priori, à Roubaix, c'est pas une fabrique d'art, en général. Donc, c'est bien une intention précise de montrer que la modernité
a peut-être comme avantage de remettre les gens dans la conscience de ce qu'ils sont. C'est tout le discours final. Hein. Enfin, quand le père lit le texte à la fin, c'est sur cette idée-là. Comment se connaître soi-même et où est l'autre et l'autre moi-même. Et c'est dans cette sorte d'inquiétude qui est en fait, je pense, en effet, une des questions je dirais existentielles que pose la modernité. La modernité, j'entends la vie même de la vie sociale où nous sommes arrivés aujourd'hui. Moi, j'adore le film pour de multiples raisons, mais dont au moins une, c'est qu'il est un vrai reflet de ce qui est aujourd'hui, et non pas une sorte de supposition ou un point de vue sur la modernité. C'est quelque chose de l'intérieur, au niveau du ressenti, et de ce point de vue, le film est absolument admirable, me semble-t-il. Alors, je sais que, comme il y a quand même ce côté modernité n'est pas habituel pour le spectateur, donc, ou pour des spectateurs, c'est vrai que ça peut paraître difficile. C'est vrai que des spectateurs peuvent dire, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, qu'est-ce qui se passe, je m'en fiche. C'est vrai. Ça, c'est le risque des œuvres très modernes. C'est vrai qu'on peut se dire à quoi ça sert. Moi, je trouve justement que c'est admirable quand c'est travaillé comme ça. Enfin, je considère de Pléchin comme l'un des, je dirais, des jeunes cinéastes. Un jeune cinéaste, c'est en général 50 ans, hein, c'est pas avant. On peut commencer à 20 ans, mais pour être... voilà, il faut déjà avoir acquis une certaine expérience du métier. Enfin, moi, de Pléchin, je l'ai eu comme étudiant à l'IDEC. C'était en 1980, donc il va avoir 20 ans, 80, 20, plus 35 ans, ça fait 55. Il a déjà 55 ans. Oui. Là, quand il fait le film, il a 40 ans, 42 ans. Bon, je vous écoute, là, je vais beaucoup parler, mais à vous de poser des questions ou peut-être de me contredire, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord. Bon. Mais est-ce que le film vous a plu? J'aimerais bien savoir ça aussi. Ou ne vous a pas plu? Vous l'avez adoré, oui. Puis entre parenthèses, il y a aussi quand même une qualité du film. C'est quand même la brochette d'acteurs. On a quand même... là, on est quand même gâté quand même. C'est niveau supérieur. Oui, je voulais parler. Il y a quelqu'un qui voulait parler? Ah, pardon. Oui, c'était pour Mathieu Amalric. J'ai vu dans un entretien qu'il a accordé. De quoi? Mathieu Amalric. Oui. J'ai lu dans un entretien qu'il a accordé qu'il était partagé entre sa carrière de réalisateur, sa carrière d'acteur, et que trop demandé en tant qu'acteur, il regrettait de ne pas réaliser plus. Oui, mais ça, bien sûr. Oui, mais je veux dire que ça ne change rien au problème. Amalric est en effet un cinéaste. Enfin, malheureusement, il n'a pas fait beaucoup de films. Mais son cinéma m'intéresse, par exemple, bien sûr. Et en plus, l'acteur est un acteur tout à fait passionnant. Et l'individu, puisqu'il se trouve que je le connais bien, est tout à fait sympathique. C'est vraiment quelqu'un qu'on a plaisir à fréquenter, ce qui n'est pas toujours le cas avec les acteurs. Bon, enfin là, au moins, lui, c'est vrai, il a une originalité et une sorte... Voilà, le moment où il a accepté de tomber comme ça du trottoir au début du film, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui l'accepteraient. Hein. Il l'a merveilleusement fait. Enfin, c'est pas truqué. Hein. Bon, je ne sais pas, d'autres réactions?
Juste par rapport à Amalric, je veux juste remarquer qu'en fait il a tourné dans plusieurs films de Desplechin. Comment Amalric a tourné dans plusieurs films de Desplechin. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il me semblait que Desplechin avait développé des histoires à partir de personnages plus ou moins récurrents dans ses films, et que Amalric peut-être en était... oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? C'est vrai que Amalric, le personnage même d'Amalric, permet à Desplechin à développer des possibilités. Ce personnage-là de Henri, qui est un personnage insupportable, disons asocial, mais qui a un petit problème et qui n'arrive absolument pas à résoudre ce problème. Et je trouve très, très, très beau cette idée d'un personnage qui ne peut pas être dedans, qui croit, à qui il n'est possible que d'être dehors, mais en même temps qui a un absolument besoin d'être dedans. Et c'est tout son personnage. Donc c'est une espèce de personnage complètement déchiré, ça a un côté romantique, non. Je dirais écartelé par le fait qu'il est à la fois dedans et dehors. Et c'est magnifique le rapport, justement, je déteste ma mère, donc je suis dehors, et donc je la déteste totalement parce que je suis sorti de elle, et je ne veux plus, et en même temps, je veux rentrer dans ma mère. Bon. Si on prend les choses comme ça devient tout à fait passionnant. Enfin, je veux dire que ce sont des personnages qui ont une résonance sur le secret des rapports de force émotionnelle et qui sont dans la vie et en particulier dans les familles. Le rapport, démarrer le film comme il démarre, avec ce moment où ce procès, où d'un seul coup le fils a failli mettre en faillite le père accepte de payer pour le fils, sachant qu'il peut être en ruine. Et immédiatement la sœur qui intervient, et la sœur qui joue le rôle du père et de la mère, c'est-à-dire celle qui interdit à celui qui a fait la faute de ruiner la famille. Donc à ce moment-là, en même temps, elle sauve en payant, et en même temps en interdisant aux frères, c'est-à-dire interdisant la famille. Et tout le film est aussi fait sur comment il va revenir dans la famille, mais en même temps aussi comment les autres reviennent dans la famille, ou au contraire écartèlent de nouveau la famille. Enfin bon, tout le film est fait sur les sentiments très profonds que l'on ressent dans une famille, disons, classique. Mais là, tout est traité de la manière moderne, et à ce moment-là, ça change tout. Et la vision, évidemment, du film est assez stupéfiante, et en même temps, évidemment, ça ne serait pas bon s'il n'y avait pas l'écriture qui, elle-même, se charge de transmettre les sensations elles-mêmes. C'est-à-dire que, justement, le fait de fractionner chaque plan, donc chaque temps, chaque instant, comme indépendants les uns des autres, crée comme ça une espèce de climat de tension, d'abord physique, d'abord visuel et sonore, pour ensuite se répercuter sur les sentiments et la pensée même du film. Et ça, vous avez une construction d'un vrai grand cinéaste. Enfin, c'est un grand artiste, Arnaud, et là, dans ce film, il le prouve admirablement bien. Attendez, parce que c'est enregistré, c'est pour ça. Oui, ça fait penser un peu à un puzzle À un puzzle. Ah oui, bien sûr. Et D'ailleurs, c'est fait sur le jeu. N'oubliez pas que, en fait, on joue. Et dans une famille, on joue. Oui, il y a des rapports de pouvoir. On joue un rôle dans les familles. On joue un rôle et il y a des rapports de pouvoir. Et on peut penser à Georges Perec, à la vie mode d'emploi. On a l'impression que... C'est ça, oui. C'est le côté mode d'emploi. C'est très net avec l'histoire qui est jouée par la fille de Deneuve, c'est-à-dire Mastroianni. Et on voit très bien que
elle aurait pu aimer un autre. Oui. Et voilà. Donc, c'est les circonstances. Et en plus, ça s'est fait en dehors. Là aussi, sur les complots de famille, je trouve que le film insinue les choses admirablement bien. On a la tradition, on pourrait prédire shakespearienne, du complot de famille, mais là, réduit en petits morceaux qui ont l'air de ne pas être des complots, et pourtant les complots sont là. Il y a plein de complots dans le film, d'ailleurs. Oui. Et alors, je suis arrivée en retard parce que je m'étais trompée Comment d'heure. Je suis arrivée en retard parce que je m'étais trompée d'heure, donc j'ai un peu raté le début du film, même si j'ai vu pour la deuxième fois, je ne me souvenais plus exactement du début du film. Mais alors, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que donc la sœur qui devient toute puissante, est-ce qu'elle est née avant ou Après. Elle est née après. Donc c'est pas parce qu'on pourrait imaginer. Oui, alors est-ce que c'est possible qu'elle ait donné, elle, sa moelle pour le petit qui C'est-à-dire que... meurt. Je ne sais pas si vous êtes arrivé en retard, c'est ça? Oui, donc je ne sais pas si... Oui, alors, vous n'avez pas revu peut-être la scène au début où elle voit un psychiatre et où elle cherche le mort l'angoisse. Qui l'obsède. Enfin, laquelle. L'angoisse, ouais. Et elle ne le trouve pas. Alors qu'en réalité, et on lui dit que c'est votre frère aîné, et en même temps, c'est vrai que c'est le frère aîné, mais ce n'est pas le frère aîné. C'est le fait qu'il soit mort et les répercussions sur elle de cette mort dont elle n'est absolument pas responsable, puisqu'elle est née après, etc. Et ça, c'est vrai. Enfin, bon, là, j'ai un souvenir personnel. Mais il se trouve que j'ai eu un frère aîné, qui est mort à 2 ans. Donc, je ne l'ai pas connu, ni ma sœur, ni mon frère, ni moi l'avons connu. Il n'empêche que ça a resté, à commencer, par exemple, aussi simplement sur les parents qui avaient peur sur la santé, etc. Il fallait faire attention, parce que l'idée de la mort était quand même présente. Donc, se servir de cette idée pour, en effet, cette sœur aînée, à la fois se sent coupable et responsable, mais en même temps aussi a besoin de prendre la famille en main. Donc, à ce moment-là, elle veut jouer le rôle du père et de la mère. Et en même temps, justement, l'interdit de la famille. Toi, tu n'as pas le droit d'être dans la famille, tu sors de la famille, tu n'as pas le droit d'entrer, etc. Et c'est un personnage qui n'arrive pas à trouver sa place et qui a donc à ce moment-là elle-même un fils qui est malade de sa maladie. Ah non, moi, je trouve le scénario admirablement construit. C'est évident que ce n'est pas ouvertement dit, mais c'est construit sur ces idées-là. C'est-à-dire sur des idées abstraites qui sont reconcrétisées alors en se servant en particulier de la maladie et leur physique, c'est-à-dire le cancer, etc. Et les dons d'organes et tout le reste. C'est-à-dire que le don d'organes, c'est vrai que ça touche directement à la notion de famille. C'est-à-dire que si quelqu'un qui reçoit un organe de quelqu'un d'inconnu se sent quand même d'un seul coup relié à cet inconnu. Il y a nécessairement une sorte de retour à la naissance. Alors, c'est pour ça que le film est aussi très passionnant, puisqu'il est obligé de parler de la mort pour parler de la vie, regarder la vie, mais aussi de naître. Car il faut naître, et la plupart des personnages sont encore ne sont pas encore nés réellement par rapport à eux-mêmes. Même la mère. Il n'y a que le père à peu près qui est à peu près né. C'est pas pour rien qu'il est le plus vieux, quoi. Oui, ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est la construction que chacun fait de soi avec soi-même, et la construction et la reconstruction de soi-même avec le renvoi des autres. Je trouve que dans ce film, on voit ça à tout moment. En fait, il se découvre à travers les frères et sœurs, père, mère.
Enfin, il se découvre, oui, il se redécouvre peut-être. Mais on a l'impression qu'ils reconstruisent une histoire ou ils la déconstruisent en permanence. Absolument. Absolument. Avec cette idée en particulier, bon, la grande idée générale de la famille, c'est-à-dire l'amour de la famille, l'amour familial. Là, justement, on cherche l'amour, mais par la haine, par les rapports de force. Et en même temps, ce sont des demandes d'amour. Et de ce point de vue, le personnage d'Amalric est celui qui est le plus en quête d'amour. Et donc c'est le plus insupportable, le plus à gifler. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a la bagarre qui est admirable d'ailleurs, à un moment qui éclate comme ça. Il y a vraiment le personnage qui moi me touche beaucoup dans le film. C'est le personnage de Paul, le cousin, l'adolescent. Ah oui, l'adolescent, oui. Qui est très intéressant dans le film, qui a l'air de flotter, qui voudrait savoir où il est. En même temps, il voudrait faire quelque chose. Et en effet, bon, en même temps, l'idée de sauver la mère, la grand-mère, etc. Bon, je trouve que c'est un scénario absolument génial. Mais il n'est pas facile pour un spectateur de bien comprendre comment et pourquoi il est, comment d'une part, et surtout pourquoi il est construit comme ça. Alors que ça renvoie à des choses profondes sur une famille, une réflexion sur la famille et sur les rapports importants que l'on entretient dans une famille. Oui, d'ailleurs, il y a un duo, un dialogue qui est magnifique entre la mère et Henri et Amalric sur la balançoire, qui est savoureux. Que l'idée dans le film, du film, qu'il y a quand même le cousin qui est, au fond, qui est là, mais qui n'est pas de la famille, et à la fin, quand même, il va rentrer dans la famille. Et je trouve magnifique cette idée qu'il couche avec elle, et que Paul qui passe devant pas Paul, le frère, enfin là, le mari, enfin Yvan. Oui, Yvan. Moi, j'oublie toujours les noms. Alors, passe dans la chambre, les aperçoit, bonjour. Bon, après tout, c'était normal, quoi. C'était un trio à trois. Enfin, c'était un ménage à trois qui ne se connaissait pas encore. Qui se révèle. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça qui font de ce film un film très, très, très à la fois personnel et très novateur. Enfin, je ne pense pas pour ceux qui viennent de voir le film pour la première fois que vous ayez vu un film comme ça fait par quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, des familles comme ça, j'en ai rarement vu, quoi. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Bon, on va peut-être alors, oui, pardon. Une dernière question? Oui. Une toute dernière. Oui, donc, une toute dernière. Est-ce qu'il n'y a pas, je pense qu'il est voulu qu'il y ait une relation entre l'inné, parce que tous les cancers ne sont pas innés, il y a des cancers acquis, là c'est un cancer inné, génétique, et d'autre part quelque chose de naturel, quelque chose de culturel, c'est que la famille, on choisit, bien sûr on ne choisit pas sa famille, non, mais cependant il y a une certaine ambivalence entre l'inné et l'acquis, et cette ambivalence peut avoir une certaine importance. En tout cas, n'étant pas médecin, je pense, obligatoirement, c'est un cinéaste sérieux, et donc un scénariste, par la même occasion, étant entendu que De Pléchin est à la fois scénariste de son histoire et metteur en scène de son histoire, bon, s'informe. Alors, je pense que médicalement, c'est quand même, c'est pas faux. Bon, je comprends rien. Alors là,
ne me demandez pas des questions comme ça. J'accepte ce qu'on me propose en disant, bon, ça doit être comme ça. Peut-être que ces greffes-là marchent, peut-être que ces greffes-là ne marchent pas. Je trouve simplement admirable cette idée de la fin, lorsqu'il vient voir sa mère sur son lit d'hôpital, et avec ce rideau et ils sont là, il vient de lui donner, etc. Ils peuvent mourir l'un ou l'autre, ils pourraient mourir l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment un sacrifice de soi. Mais bon, il n'y a rien à faire. Ils sont quand même là pour se disputer. Ils ne sont pas là pour s'aimer. Bon. Mais en même temps, c'est une preuve d'amour. Voilà, ça, je trouve ça merveilleux. Voilà des grandes idées, quoi. Ce sont des idées de véritables auteurs, plutôt qu'artistes. De véritables auteurs. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter là parce que... Oui, pardon. À moins que quelqu'un veuille parler. Hein, moi, En tout cas, je suis absolument ravi, personnellement, de vous avoir présenté ce film. Je crois qu'on avait commencé par le film de Ferrara, non? Oui, tout à fait. Oui. Moi, on avait bien calculé, quoi. Entre Ferrara, qui est beaucoup moins moderne, même bien que ce soit moderne, sur justement l'histoire un peu de famille très décomposée, si on veut, ou très déstructurée, et cette histoire de famille terminée par ça. Et en même temps, surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer quand même l'évolution dans l'écriture cinématographique, où on passe en effet de plus en plus à la modernité. L'année prochaine, ça sera différent, puisqu'on aura un grand classique, Kurosawa, et bon, là justement, mais un grand classique qui appartient à la modernité. C'est pas un classique, si on prend les Japonais, c'est pas un classique Mizoguchi ou Ozu, qui sont des gens qui ont commencé déjà au cinéma muet. Kurosawa est quand même quelqu'un qui commence en 1940. Donc déjà, le cinéma parlant a déjà 10 ans. Bon, enfin, ça reste un cinéaste classique. Donc on verra ça l'année prochaine. Et c'est très intéressant de suivre un grand cinéaste, justement, avec 8 films qui couvrent toute la période de son activité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, bonnes vacances, et puis donc à l'année prochaine. Merci, monsieur le chef.